Prenez une minute pour imaginer, vous vous levez un matin et soudain, plus aucun distributeur ne répond. Toutes les banques sont muettes, vos cartes bancaires deviennent de simples bouts de plastique. Pas un bug, pas une cyberattaque, non. Cette paralysie complète, ce blackout total, c'est la conséquence d'un choix politique mûri dans un bureau ovale situé à des milliers de kilomètres, quelque part entre deux tasses de café et un briefing de sécurité. C'est ce genre de levier extrême que les États-Unis ont actionné contre le Venezuela en tamponnant l'étiquette réseau criminel. Sur les finances de Caracas, Washington visait un étranglement monétaire absolu, une éviction brutale du système SWIFT et, in fine, l'asphyxie économique pour précipiter une chute de régime. Pendant des décennies, cette arme était absolue. Quand l'Amérique débranchait de la prise, le pays ciblé s'effondrait. Sauf que cette fois, le plan s'est retourné contre ses auteurs. Pourquoi? Parce qu'en économie comme en physique, la nature a horreur du vide. Un blackout total ne crée pas seulement un problème, il crée un espace libre. Et ce vide, quelqu'un a fini par le remplir, pas par charité, mais par opportunisme stratégique. Aujourd'hui, nous allons analyser comment le Venezuela est devenu le laboratoire mondial de la dédollarisation. Nous allons voir comment la Russie et la Chine ont utilisé cette crise pour bâtir un système parallèle, un modèle Caracas, qui permet désormais de vendre du pétrole en yuan et de sécuriser l'or avec des missiles russes. C'est l'histoire de la plus grande erreur stratégique américaine du XXIe siècle. En voulant isoler un ennemi, ils ont accidentellement créé le prototype de l'économie post-dollar. La Russie et la Chine n'ont pas vu le Venezuela comme une nation en faillite à sauver. Elles ont vu une opportunité en or massif. Voici qui possède les plus grandes réserves de pétrole prouvées au monde, plus que l'Arabie saoudite, et qui se retrouve soudainement libre de toute allégeance puisqu'il a été expulsé du club occidental. La pression américaine n'a pas isolé le Venezuela. Elle a simplement vidé Chevron, Total, Repsol, laissant le champ libre à de nouveaux acteurs pour reconstruire le système depuis le sol. Quand vous êtes un pays coupé du réseau SWIFT et que vous devez nourrir votre population, vous n'avez plus le luxe de la fierté. Vous devez survivre. Le Venezuela a donc conclu des accords lourds existentiels. C'est un compromis de survie, échanger des morceaux de souveraineté future contre les outils immédiats pour rallumer la lumière. Concrètement, Caracas a changé les règles du jeu pétrolier. Au lieu de simplement vendre des barils, le gouvernement a ouvert le capital de ses champs pétroliers. Il a donné à des géants russes comme Rosneft des parts de contrôle direct. Ce n'est plus une simple concession, c'est un mariage forcé. Et côté chinois, le basculement est encore plus tectonique. Le Venezuela a accepté de libérer le commerce pétrolier en yuan. Ce n'est pas anodin. C'est la première fois dans l'histoire moderne qu'un pays de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole situé dans l'hémisphère occidental, l'arrière-cour des États-Unis, accepte officiellement de remettre les clés de son coffre-fort à Pékin plutôt qu'à Wall Street. En échange de ce virage, le Venezuela obtient une bouée de sauvetage immédiate du cash frais de la technologie de forage que les États-Unis ne fournissent plus et une immunité contre les sanctions. Le calcul de Maduro est cynique mais rationnel. Mieux vaut être un partenaire junior dans un réseau qui monte les briques que de finir affamé et isolé par le réseau qui vous a exclu. Mais qu'est-ce que la Russie gagne vraiment? Il ne faut pas penser en termes de profit trimestriel. Moscou joue le temps long. Les titres de presse ont parlé d'un accord à 616 millions de dollars. C'est une somme dérisoire à l'échelle pétrolière, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. La vraie information se trouve dans les petits caractères des contrats, une prolongation de 15 ans sur 2 gisements majeurs, Boqueron et Pereja. La Russie ne signe pas pour 2025, elle signe jusqu'en 2041. Moscou s'intègre dans la tuyauterie même de l'État vénézuélien pour une génération entière. Et l'appétit russe ne s'arrête pas au pétrole. Les 42 nouveaux accords signés couvrent tout le gaz, l'agriculture et surtout l'exploitation minière. Des entreprises russes s'installent dans l'arc minier de l'Orénoque. C'est une zone géographique stratégique chargée d'or et de diamants. L'objectif du Kremlin est limpide, transformer le Venezuela en entrepôt stratégique de l'Amérique latine. En contrôlant la source des matières premières aux portes des États-Unis, Poutine s'offre un levier de pression géopolitique permanent. Si Washington veut du pétrole lourd ou de l'or, il devra indirectement passer par des intérêts russes. Pendant que la Russie verrouille le physique, les puits et les mines, la Chine s'occupe du logiciel. Elle est en train de rebrancher le cerveau financier du Venezuela. C'est ici qu'il faut comprendre la mécanique. Le monde financier occidental repose sur le réseau SWIFT, une messagerie bancaire basée en Belgique mais soumise aux droits américains.
Si SWIFT vous coupe, vous êtes aveugle et muet. La Chine a construit son propre Internet financier, le système de paiement interbancaire transfrontalier. En connectant le Venezuela à ce système Pékin, ne lui ouvre pas juste un compte bancaire, elle lui offre une architecture complète où le dollar n'existe pas. Les transactions se font en yuan numérique ou scriptural compensé directement à Shanghai. Conséquence, les futures sanctions américaines perdent 80% de leur efficacité. Le Bureau du contrôle des avoirs étrangers, le Bureau des sanctions des États-Unis ne peut pas bloquer ce qu'il ne voit pas. Mais la Chine regarde aussi le sol. L'arc minier de l'Orénoque n'est pas qu'une réserve d'or pour la bijouterie. C'est un gisement potentiel de coltan et de terres rares. Ce sont les vitamines de l'industrie moderne. Sans coltan, pas de condensateur pour vos téléphones intelligents. Sans terres rares, pas d'aimant pour les moteurs de véhicules électriques ou les systèmes de guidage de missiles. En sécurisant l'accès à ces minerais au Venezuela, la Chine diversifie ses sources, elle, qui contrôle déjà le marché et prive potentiellement l'Occident d'une source alternative proche. Ce n'est pas une simple transaction commerciale, c'est un mouvement dans la grande guerre technologique. La Chine et la Russie ne misent pas sur le Venezuela, elles blindent leur avenir. Pour le Venezuela, c'est la promesse d'exploiter une richesse qui dormait. Pour Pékin et Moscou, c'est la garantie que l'usine du monde aura toujours de quoi tourner même si l'Asie du Sud-Est tremble. Mais concrètement, comment cela fonctionne-t-il au quotidien? Comment paie-t-on le pain ou l'essence quand Visa et Mastercard sont partis? C'est là que le système D devient une innovation d'État. Le Venezuela déploie les terminaux de paiement russes EMIR, l'équivalent de Visa, mais contrôlés par Moscou. Un touriste russe ou un officiel vénézuélien peut payer son café à Caracas sans passer par New York. La crypto-monnaie indexée sur le dollar, l'usage massif des monnaies stables comme Tether indexée sur le dollar, c'est de l'argent numérique qui circule sur une chaîne de blocs Tron ou Ethereum, hors du contrôle des banques. Le pétrole se paie souvent en monnaie stable dans l'ombre grâce à la flotte fantôme de centaines de vieux pétroliers, souvent sans assurance occidentale, qui naviguent transpondeur éteint pour livrer le brut vénézuélien en Asie. Mise bout à bout, vous avez une économie Frankenstein des cartes russes, de la monnaie chinoise, de la crypto-monnaie américaine et des bateaux fantômes. Et ça marche. Le pays tourne. Mais toute cette architecture économique est fragile si elle n'est pas protégée. Et si les États-Unis décidaient d'un blocus naval physique ou d'une intervention militaire, c'est ici que la Russie apporte la pièce manquante, la force. L'implication russe dépasse largement les contrats pétroliers. C'est une coopération militaro-technique profonde. Moscou a livré des systèmes de défense aérienne S-300. Ce ne sont pas des jouets, ce sont des batteries capables d'abattre des avions à longue distance, rendant toute incursion aérienne dans l'espace vénézuélien extrêmement risquée pour l'armée de l'air des États-Unis. Ajoutez à cela la présence régulière de conseillers militaires russes et de pilotes pour les chasseurs Su-30 de l'armée vénézuélienne. C'est un système de sécurité clé en main. Le message envoyé au Pentagone est clair, si vous touchez au Venezuela, vous risquez de tuer des Russes ou de perdre des avions. Cela fait grimper le coût politique d'une intervention à un niveau inacceptable. C'est une dissuasion conventionnelle. Grâce à ce parapluie russe, l'expérience économique sino-vénézuélienne peut continuer sans crainte d'un changement de régime militaire. En parallèle, la Chine mène la guerre de l'information. Quand Washington menace de fermer l'espace aérien, Pékin réplique immédiatement sur le terrain diplomatique. Le ministère des Affaires étrangères chinois qualifie les sanctions de néocolonialisme et déclare que l'Amérique latine doit rester une zone de paix. C'est un cours magistral de soft power. En utilisant le mot colonialisme, la Chine appuie là où ça fait mal. Elle réveille les vieux démons de l'Amérique latine face aux gringos impérialistes. Pékin se positionne non pas comme un nouvel envahisseur, mais comme un partenaire respectueux qui ne s'ingère pas dans la politique intérieure, contrairement aux États-Unis qui donnent des leçons de démocratie. Ce récit fonctionne. Il séduit le Sud global. La Chine gagne la bataille de l'image dans l'arrière-cour des États-Unis, mettant fin symboliquement à la doctrine Monroe qui voulait que l'Amérique latine soit la chasse gardée de Washington. Prenons de la hauteur. Ce qui se passe à Caracas n'est pas isolé. Les analystes parlent désormais du modèle Caracas. C'est un kit de survie pour dictature ou régime sanctionné. La recette est de reproductible sécurité, appelée la Russie pour les missiles et les gardes du corps, finance appelée la Chine pour le système de paiement interbancaire transfrontalier, les prêts et le rachat du pétrole, ressources en échange, livrez vos minerais et votre énergie pour 30 ans. Ce modèle est observé de très près par l'Iran, la Corée du Nord, la Syrie,
mais aussi par des pays neutres qui veulent se prémunir contre l'instrumentalisation du dollar. Le Venezuela a prouvé que la mort économique n'est plus une fatalité. Dernier point, et c'est le plus critique pour l'avenir, l'irréversibilité. Ce qui se construit au Venezuela n'est pas une alliance de papier. Ce sont des faits accomplis. Quand vous construisez un oléoduc adapté au brut lourd pour l'envoyer en Chine, quand vous installez des radars russes, quand votre système bancaire tourne sur un logiciel chinois, vous ne pouvez pas revenir en arrière du jour au lendemain. Même si l'opposition politique prenait le pouvoir demain à Caracas, elle se retrouverait prisonnière de ces structures. Démonter cette intégration prendrait des décennies et coûterait des milliards en pénalités contractuelles. Le Venezuela a franchi le Rubicon. Il s'est détaché durablement de la sphère d'influence nord-américaine pour s'amarrer au bloc eurasien Chine-Russie. C'est peut-être le signal le plus clair à ce jour, le monde multipolaire n'est plus une théorie de salon. C'est une réalité physique faite d'acier de code informatique et de contrats pétroliers installés à quelques heures de vol de la Floride. L'équilibre des forces n'a pas seulement bougé, il a basculé, et le roi dollar vient de perdre sa première grande bataille sur son propre continent.